nous avons le plaisir de recevoir M. Sanoussi Dabo. Il est spécialiste des finances internationales. M. Dabo enseigne également l'économie financière dans plusieurs universités ici même à Conakry. Il travaille à la direction nationale du budget avec lui. Nous allons parler de la crise financière internationale. M. Dabo, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, M. Diallo. Oui. Depuis quelque temps, on parle de plus en plus de cette crise financière qui secoue le monde. Quelle appréciation faites-vous justement de cette crise? Bon, disons, en fait, faisons un petit rappel. La crise est partie des États-Unis il y a de cela 2 ans, exactement en 2006. On appelle crise hypothécaire à risque, comme les Américains l'appellent, subprimes. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, tout homme, que ce soit dans les pays développés ou que ce soit dans les pays sous-développés, aspire à avoir une maison, un toit. Donc très tôt, sur le marché du travail, les Américains, les jeunes couples se sont lancés dans les acquisitions immobilières. Mais il y a des maisons de crédit, des maisons qui construisent, des maisons qui prêtent de l'argent. Donc, en allant sur ce marché, les contrats sont libellés en gros caractères. Mais en bas de page, c'est les petits caractères qui sont très significatifs. C'est là où tout se passe. Donc, celui qui signe le contrat le plus souvent, il n'a pas le temps de lire ce qui est un petit caractère. Ainsi, avec un taux d'intérêt très bas au départ de la part de la Réserve fédérale, donc le taux d'intérêt était bas. Mais en réalité, c'est un taux d'intérêt progressif. Ainsi, les jeunes ménages ont acheté à tout bout de champ 2 ou 3 maisons. Et comme les Américains vivent du crédit, la maison est à crédit, la voiture est à crédit, le téléviseur est à crédit, finalement, tout est à crédit. Vous prenez un Américain, sur lui, vous trouverez au minimum 6 cartes de crédit. Donc, ils ont souscrit à des emprunts, à des acquisitions immobilières partout. Et finalement, ceux qui étaient payés à la première année à 4%, 5%, finalement, ils se sont retrouvés parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait, les analystes financiers? Ils ont groupé tout dans un paquet, que ce soit des créances, que ce soit des actifs propres ou des actifs non propres. Ils ont tout mélangé, ils ont découpé, et après ils ont vendu sur le marché. Et finalement, quand on vend à une maison, cette maison rehausse le taux d'intérêt. Et au fur et à mesure, toutes les banques ont été comptabilisées. Et comme les banques américaines ont des filiales à l'étranger, finalement, l'étranger aussi a été contaminé. Donc, partant de 3%, les ménages se sont retrouvés avec 18%, 20%. Et le couple, pratiquement, n'ayant que $3 000 par mois, ne peut plus payer la maison, ne peut plus payer la voiture, ne peut plus payer le frigidaire. Et la ville mythique des États-Unis, Cleveland, en 2007, il y avait près de 80 expulsions par mois. 80 expulsions, 11 000 saisies. Disons, en cascade de saisies. Les propriétaires quittaient même les maisons avant qu'on vienne les expulser. Donc les banques étaient en faillite. Les banques. Il fallait mettre en place un plan de sauvetage, comme l'a fait les États-Unis et ensuite les pays européens. Oui, mais... Est-ce que c'est ça la solution à long terme? Disons, l'administration Bush a comme politique une politique économique ultra-libérale. Donc, on n'a pas voulu se mêler au départ, n'a pas pris les coraux par le tome, par les cornes. OK? Alors, ils ont dit d'abord, non, ça c'est l'affaire des banques. Nous voulons simplement aider peut-être à petits coups de millions les ménages qui sont menacés. Mais en réalité, la crise est profonde. C'est plus profonde parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on ne peut même plus faire la traçabilité de ces fonds d'investissement, de cette manne financière qui a été injectée par les coursiers. Parce qu'à la base, la faute, c'est quoi? Ce sont les intermédiaires financiers, ce sont les banques qui se sont lancées. Et finalement, c'est devenu une sorte de sida. On ne sait pas qui l'a. Donc, les banques ont de la liquidité, mais se méfient les unes des autres, finalement. Donc, dans ce milieu de finances, quand il n'y a pas de confiance, il n'y a plus de consommation, il n'y a plus d'investissement. Voilà ce qui nous amène aujourd'hui à cette crise. Ce n'est même plus une crise financière, c'est devenu une crise économique. Voilà. Monsieur Dabo, on parle de crise financière internationale, mais quelles sont les conséquences de cette crise sur les économies africaines? Elle est
directes, ces conséquences, elles sont directes ou elles sont indirectes. Directes parce que les grands groupes financiers comme Citigroup a des rallongements, a des prolongements dans les pays africains comme le Kenya, comme le Nigeria et comme l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a la première bourse africaine. Donc, cette crise se passe surtout à la bourse. Des plongeons, les indices 440, le Dow Jones, le Nikkei, le FTSE. Mais la crise boursière a surtout la répercussion en Afrique sur la bourse sud-africaine. Parce que c'est celle-là qui est la plus importante. Bon. À part cela, les banques qui sont liées à Citigroup, au Kenya, au Nigeria, comme en Afrique du Sud, sont aussi touchées. Ça, c'est direct. Mais en Guinée, par exemple, est-ce que la Guinée est à l'abri de cette crise financière internationale? Non, la Guinée n'est pas à l'abri. Comment? L'Afrique n'est pas à l'abri parce que, généralement, nos ressources internes ne suffisent pas, si vous voulez, pour satisfaire notre demande de développement. Donc, on a souvent besoin de l'aide extérieure. Mais à partir du moment où ces pays qui nous aident connaissent la récession, connaissent cette crise financière, bon, quelque part, c'est l'aide qui nous accorde qui va en pâtir. Donc, la Guinée est dans son lot, comme le Mali, comme tant d'autres pays africains. Donc, voilà indirectement les conséquences de cette crise financière sur l'économie guinéenne et sur l'économie africaine. Donc, à part cette crainte-là de la réduction de l'aide internationale à l'Afrique, est-ce qu'il y a d'autres effets que cette crise pourrait avoir sur les économies africaines? Oui. Bon, disons, à part ce que je viens de citer, c'est-à-dire les banques ou l'aide au développement, le problème c'est qu'à la bourse, ce ne sont pas seulement les actions et les obligations. À la bourse également, on retrouve quoi? On retrouve la cotation des matières premières. Vous voyez, au moment de la grande crise, quand on était au sommet de la crise, le cours du pétrole a fondu. On est parti de 147 à 87 $. Donc, quelque part, les pays producteurs du pétrole ont mal pris cela, parce que le cours a baissé. Ensuite, quand les bourses plongent, ce n'est pas simplement les actifs financiers qui plongent, mais c'est également la cote ou le cours, non seulement des industries, mais des matières premières. Et nous qu'est-ce que nous faisons? Nous produisons les matières premières, on ne transforme pas. Souvent, ces matières premières, telles que le café, telles que le cacao, ces prix sont fixés où? À la bourse, en fonction de la demande. Mais quand il y a une récession, il n'y a plus de demande. Donc, voilà des conséquences directes sur les économies africaines, surtout sur les pays qui sont exportateurs de matières premières. Justement, vous, en tant que spécialiste des finances internationales et de l'économie financière, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux autorités, c'est-à-dire concernant notamment des mesures à prendre pour juguler les effets de cette crise sur nos économies? La solution, elle est internationale. Et quand je remonte un peu dans le temps, au milieu de 1700, l'un des grands économistes de tous les temps, Adam Smith, le Écossais, il préconisait l'économie de marché, mais il préconisait également l'intervention de l'État. 2 siècles plus tard, John Maynard Keynes, le Britannique, disait également, oui, le marché, mais il ne faut pas laisser le marché tout faire. L'État doit jouer ses fonctions régaliennes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a constaté la quasi-absence du FMI dans cette crise internationale. Il faudrait un nouveau système international, donc un nouveau Bretton Woods. À cette table, ils étaient 44 en 1944. Mais aujourd'hui, il faudrait l'ensemble des pays, les pays développés, les pays sous-développés et surtout les pays émergents qui ont des réserves internationales très très importantes. L'Inde, la Chine et le Brésil. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre rubrique L'invité du week-end et nous avons eu le plaisir de recevoir M. Sanoussi Dabo. Il est spécialiste des finances internationales et on a parlé de la crise financière internationale. Merci d'avoir suivi cette rubrique. Passez une excellente soirée.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est cette rubrique l'invité du week-end avec ce spécialiste des questions financières internationales qui met fin à cette édition. Une édition réalisée par Alpha Kabiné Koulibaly, assisté de Kamara Bakar, supervision et coordination Mohamed Sanko et Mahmoud Bari. Cadrage Ibrahima Porto Diallo, merci de l'avoir suivi. Merci surtout à l'équipe technique de l'âge Nabi et Fernand Bangoura. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 4 jours. Demain, 20h30, Marie-Louise Sanoussi. Bonne reprise des activités demain lundi. Surtout, bonne rentrée des classes à tous les élèves de Guinée. Passez une excellente soirée.